Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Je suis accompagné de deux de mes analystes préférés, Alastair Crooke et le professeur Sayed Marandi. Ce podcast est un peu différent de nos émissions habituelles, car nous l'enregistrons en personne et diffusons depuis l'Iran, dans sa capitale, Téhéran. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. Je pensais qu'une bonne façon de commencer la discussion serait d'examiner les négociations nucléaires en cours entre les États-Unis et l'Iran. Juste avant de commencer l'émission, j'ai dit que tout semble être lié à tout de nos jours. Alors, comment pouvons-nous réellement comprendre la complexité de ces discussions? Je pense qu'il faut les diviser en probablement trois catégories différentes pour bien comprendre. Tout d'abord, il y a les discussions techniques qui sont en cours. Nous sommes sur le point d'entamer, je crois, la 4e série de discussions. Et en réalité, il n'y a rien de vraiment nouveau à ce sujet. D'une certaine manière, toutes les questions qui ont été soulevées, comme l'Iran devrait-il importer de l'uranium enrichi au lieu de l'enrichir sur son propre sol? Les Russes devraient-ils fournir de l'énergie, si l'on veut, à l'industrie iranienne? Comment toutes ces questions techniques doivent-elles être gérées? L'uranium enrichi doit-il être exporté vers la Russie, comme cela s'est fait au début? Nous avons déjà abordé tous ces sujets, et en ce moment, lors des discussions, nous tournons vraiment en rond sur ces mêmes questions. Ils cherchent une nouvelle façon de le présenter qui permettrait à Trump de le présenter comme différent de l'ancien, si vous voulez JCPOA, car celui-ci a une mauvaise réputation à Washington. Un JCPOA réchauffé version Obama serait rejeté par la plupart de Washington et du Congrès, et certainement en Israël. Donc c'est un des aspects, si vous voulez, un compartiment de cet élément. Le second compartiment, en réalité, c'est que ça touche à une division profonde au sein des États-Unis. Et c'est assez complexe. Il existe une large partie de l'opinion qui soutient Israël, comme nous le savons tous, en Israël. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'État profond. Et cela concerne des structures profondes qui sont intouchables dans la politique américaine. L'une d'elles est le soutien à Israël, bipartite. Il est interdit d'en discuter, même lors des élections présidentielles. Ainsi, cet élément de l'État profond, ajouté à une forme de pensée conventionnelle au sein du Pentagone, qui existe, si l'on veut, depuis la fin de la guerre froide, la fin de la guerre froide étant perçue comme la fin de l'histoire, le triomphe de l'ordre libéral. Et pour eux, il y a une sorte d'aspect colonial dans ces deux éléments. Et puis bien sûr, le dernier, c'est Israël lui-même. Netanyahou, c'est d'ailleurs une campagne menée par Netanyahou et son père, mais de la part de Netanyahou, depuis 25 ans, l'idée est que l'Iran doit être, si l'on veut, neutralisé. Soit selon le modèle libyen, où l'on arrache toute l'infrastructure d'enrichissement d'uranium en Iran, ne leur laissant rien, le vide, puis on s'attaque à leurs missiles balistiques et à tout soutien au Hezbollah et aux autres partis. C'est ce qu'il aimerait voir. Un Iran complètement neutralisé. Il y a aussi un élément, même s'il n'est pas si évident, que nous avons perçu même chez Witkoff, qui, à mon avis, reflète assez fidèlement la pensée de Trump. Lors de sa discussion avec Tucker Carlson, il a dit, écoutez, vous savez, l'ensemble du Moyen-Orient est en train de se normaliser progressivement avec Israël. Et le vrai problème se situe au sommet, avec l'Iran et sa menace existentielle à travers son soutien au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis, etc. Maintenant, si seulement on pouvait se débarrasser de cela, il n'a pas précisé comment. S'en débarrasser, est-ce que ce serait pas épique? Ce serait un nouveau Moyen-Orient. Il ne l'a pas dit, mais bien sûr nous aurions aussi le pétrole et le gaz du Moyen-Orient. Mais je veux dire, il y a donc une vision si l'on veut. Le nouveau Moyen-Orient exige, quelle que soit la manière dont cela est accompli, la neutralisation de l'Iran.
however it's achieved, the neutralization of Iran. C'est un excellent point cependant. Il ne semble pas y avoir de consensus clair, même au sein des États-Unis, sur ce qu'ils veulent réellement. J'ai récemment vu Donald Trump affirmer qu'il fallait un démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Ensuite, Marco Rubio est intervenu en disant qu'il fallait limiter l'enrichissement, mais que l'Iran pouvait tout de même conserver un programme nucléaire civil. Parallèlement, on entend maintenant que les discussions nucléaires sont liées à la limitation des missiles balistiques de l'Iran et aussi à l'abandon par l'Iran de toute forme de résistance. Ce qui, je pense que quiconque s'est déjà rendu en Iran voit bien que c'est inenvisageable. Mais selon vous, que cherchent réellement les Américains? Constatez-vous les mêmes divisions que celles évoquées par Alastair Crooke? Oui, je pense que les divisions au sein des États-Unis sont très importantes. Et je crois qu'il est juste de dire que les chances de succès ne seront pas nécessairement très élevées à cause de ce qui se passe à Washington. Trump change constamment d'avis. Lors de sa récente interview, nous l'avons vu dire deux choses presque simultanément. Il a parlé de supprimer tout le programme, puis il a dit « Je suis prêt à écouter les arguments en sa faveur ». Il dit donc littéralement deux choses en même temps. Ces revirements et volte-face constants, à mon avis, montrent que la situation à Washington est chaotique. Et il ne s'agit pas seulement des négociations sur le nucléaire iranien. Il y a aussi la guerre des tarifs, la guerre commerciale. Nous voyons les États-Unis changer constamment de position. En Ukraine, nous avons vu que Trump avait un mandat. Il aurait littéralement pu mettre fin à la guerre dès le premier jour, car c'est ce dont il parlait pendant les mois précédant l'élection. Mais il ne l'a pas fait, et je pense que c'est un signe de sa faiblesse. Donc il ne s'agit pas seulement des divisions, mais je pense que c'est la preuve que Trump n'est vraiment pas un président très puissant ou fort. Car, comme je le disais, il aurait pu arrêter la guerre en Ukraine, littéralement quelques jours après son arrivée au pouvoir. Il aurait pu dire « Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden », comme il ne cesse de le répéter, même si nous savons qu'il a été impliqué, et profondément impliqué, dans la création de cette crise lors de son premier mandat. Mais il aurait pu dire « Ce n'est pas ma guerre, j'y mets fin, et je passe à autre chose ». Mais il ne l'a pas fait. Et donc maintenant, après plus de 100 jours, nous voyons que les États-Unis commencent à relancer leur soutien militaire à l'Ukraine. Je pense que c'est quelque chose que les gens en Iran surveillent de près. Ils se disent que, s'il est aussi faible, comment pourra-t-il rester ferme lorsqu'il s'agira de négocier avec nous? Et puis, il y a la question des négociations sur Gaza. C'était son cessez-le-feu. Ce n'était pas celui d'Obama. Ce n'était pas celui de Biden, où il aurait pu dire que c'était le pire accord du monde. Witkoff était derrière les discussions. Nous avons entendu dire qu'il avait passé un savon à Netanyahou un samedi après-midi. Mais ensuite, littéralement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, littéralement quelques jours ou quelques semaines plus tard, il a parlé de nettoyage ethnique et a déclaré que les Palestiniens devaient être expulsés. Ainsi, les premières, deuxième et troisième phases de ce cessez-le-feu, qui avaient toutes été négociées et acceptées, ont soudainement été abandonnées. Donc, d'un côté, on voit un Trump faible. De l'autre, on voit un Trump qui change constamment d'avis. Et aussi, on voit un Trump qui ne respecte pas ses propres accords, car Witkoff est son homme. Du côté iranien, la question est, quel Trump? Et même si Trump signe un accord, admettons qu'un accord soit négocié d'une manière ou d'une autre, qui peut garantir qu'on ne se réveillera pas un matin pour voir sur Truth Social que Trump déclare « Je ne vais plus faire ça ». Eh bien, j'aime la comparaison parce qu'on observe la même chose en Ukraine.
Trump a deux hommes. Il a Witkoff, qui semble reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie, et il a Kellogg. Maintenant, avec l'Iran, on voit une indécision similaire, je suppose. Certains suggèrent qu'il est temps d'éliminer l'Iran, le considérant comme le principal problème, tandis que d'autres pensent qu'ils peuvent conclure un accord. Mais dans ce contexte de présidence, disons, faible de Trump, dans quelle mesure voyez-vous Israël capable d'influencer, ou souhaite-t-il influencer, les États-Unis vers la guerre? Et pensez-vous qu'ils réussiront dans cette démarche? C'est bien plus qu'une simple indécision au sein de l'équipe Trump. Il y a de l'indécision, certes, mais en ce qui concerne les négociations en Ukraine avec la Russie, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il n'y a pas, si l'on veut, d'équipe pérenne qui effectue le travail qui devrait être accompli dans tout gouvernement professionnel, analyser les processus et élaborer une stratégie. Il n'y avait pas de stratégie. Nous avons découvert, juste avant l'élection apparemment, que Kellogg avait proposé sa stratégie qui consistait simplement à copier la pratique coréenne. Instaurons un cessez-le-feu, des discussions politiques, au plus tard, après, et il a essayé d'appliquer la même chose avec la Russie. Instaurons un cessez-le-feu. J'ai participé à plusieurs négociations de cessez-le-feu. Ce sont des choses complexes à mettre en place. Il faut prévoir ce qu'il adviendra lorsqu'il sera rompu, car il le sera. Comment allez-vous gérer cela? Que se passe-t-il alors? Comment cela va-t-il affecter les discussions? Et rien de tout cela n'a été fait. Je veux dire, ils vont, plutôt, puis-je le dire? Plutôt naïvement à Riyad, en pensant qu'il suffit de claquer des doigts pour qu'un cessez-le-feu voie le jour. Puis ils mettent la pression sur Poutine pour qu'il fasse de même. Mais personne n'a-t-il écouté ce que Poutine a dit le 14 janvier de l'année dernière, lorsqu'il a prononcé son discours au ministère des Affaires étrangères, et qu'il a dit très clairement, « Voici les conditions pour un cessez-le-feu. » Cela concerne les 4 oblasts qui font désormais partie de l'État russe. Ils ne vont pas être, ils doivent être évacués d'Ukraine. C'est le début d'un cessez-le-feu. Et cela a été répété par Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères l'a répété sans cesse. On dirait que ça n'a jamais été entendu. Donc lorsque Witkoff revient de Moscou, après plusieurs discussions, en tête-à-tête avec Poutine, il revient et fait son rapport à Trump en disant « Écoutez, voilà ce que dit Poutine. Nous devons en fait avoir d'abord un cadre politique, pas plus tard. C'est-à-dire que le cadre politique permet d'instaurer le cessez-le-feu, et ensuite le cadre politique peut être élaboré dans ce contexte par la suite. » Mais sans cadre, sans compréhension de base, vous ne pouvez pas faire cela. Donc Witkoff a exposé tout cela lors de la réunion avec Trump. Et qu'est-il arrivé? Kellogg s'est levé et a dit « Les Ukrainiens n'accepteront jamais ça. » Et qu'a dit Trump? Rien. Il n'a pas répondu. Il a laissé la question en suspens, sans décision. Et c'est là le problème. L'absence de stratégie et l'absence de plan de secours. Personne n'a dit à Kellogg de se renseigner sur ce que Poutine et Lavrov disent des conditions d'un cessez-le-feu avant que nous ne nous lancions dans une tentative de cessez-le-feu. Apparemment non, ils ne l'ont pas fait. Personne n'a dit « il faut faire preuve de diligence raisonnable ». Le modèle coréen est-il le bon modèle? Non, cela n'a pas été fait non plus. Et c'est vraiment ce qui cause le problème à Moscou. Poutine aimerait parvenir à une normalisation des relations, mais à ses conditions. C'est-à-dire en fait un accord stratégique global qui pourrait même inclure des armes nucléaires et des limitations d'armement. Tout pourrait y être inclus. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui a été proposé. Et donc, c'est cet échec de Trump a réellement montré qu'il prendra une décision au moment crucial et qu'il est capable de l'imposer ou de la faire respecter au sein de son équipe et, bien plus important encore, au sein du Pentagone,
où il existe de profondes divisions et des personnes qui là-bas, sincèrement, peut-être à tort, mais dans la bureaucratie du Pentagone, croient qu'elles essaient de sauver l'Amérique de Trump. Et puis il y a aussi les Européens, qui font tout ce qu'ils peuvent pour perturber Trump. Ils espèrent pouvoir le déstabiliser autant que possible, et qu'il sera complètement affaibli après les élections de mi-mandat. Donc ils agissent fermement contre lui. Poutine attend aussi de voir pourquoi Trump ne dit-il pas aux Européens « Sortez, cela ne vous regarde pas, c'est moi qui m'en occupe ». Et pourquoi ne dit-il pas à tout le monde, et ce serait le plus important, « D'accord, le cessez-le-feu. Monsieur Trump, si un cessez-le-feu est instauré, allez-vous continuer à fournir des armes? Allez-vous partager des renseignements? Monsieur Trump, le président Trump n'a même pas donné l'assurance qu'après la mise en œuvre du cessez-le-feu, il n'y aurait plus de livraison d'armes, ni de partage de renseignements. Je veux dire, on ne peut pas instaurer des cessez-le-feu dans ces conditions, où un camp arrête les hostilités et l'autre décide, vous savez, je vais commencer à me réarmer et à recueillir plus de renseignements pour pouvoir frapper la Russie plus efficacement. C'est ça le problème. Et c'est pareil pour l'Iran. Vous venez de dire que personne ne sait vraiment quelle est la position. Est-ce qu'il a clarifié la situation? Il avait un membre de son équipe, Walsh, qui a maintenant été renvoyé pour avoir, semble-t-il, poursuivi une politique différente. C'est ce que décrit le Washington Post dans son propre article, disant que Walsh menait en privé des discussions avec Netanyahou sur une attaque contre l'Iran à l'insu de Trump. Qui dirige tout cela et quelle est la politique? C'est pour ça que l'Iran a beaucoup de mal à faire confiance à ce qui se passe, à savoir si Trump est vraiment sérieux au sujet d'un accord. Peut-il vendre cela à Washington, aux partisans d'Israël à Washington, au Congrès, à la direction institutionnelle, à l'État profond ou non? Car tout dépend de cela pour savoir si l'Iran peut prendre un risque. Sinon, pourquoi prendrait-il un risque? Parce que cela signifie encore 10 ou 15 ans, si vous voulez, d'être pris au piège dans une prison. Je veux dire, ils seront emprisonnés par les sanctions, par des moyens électroniques, par leur accès au système financier pendant encore 15 ans. C'est un coût élevé. Et quelle est la porte de sortie? À la fin de ces 10 ans, seront-ils libérés de prison? Je veux dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Quelle est la vision? On ne peut pas simplement enfermer un peuple. N'avons-nous rien appris de Gaza? On ne peut pas simplement enfermer un peuple dans une zone clôturée sans accès à l'extérieur et dire que c'est pour toujours. Rien ne changera. Il n'y a aucune vision. Il n'y a aucune perspective de libération de prison. C'est une approche très déséquilibrée d'une négociation. Lopsided approach to a negotiation. Eh bien, c'est un bon point, cependant. On fait souvent remarquer que les États-Unis, ainsi que les Européens d'ailleurs, semblent manquer de réflexion stratégique. Mais comme Alastair l'a suggéré, les États-Unis ne semblent pas non plus capables de mener des négociations en termes de définition d'un objectif clair et de recherche d'un moyen de le mettre en œuvre. Mais, étant donné que nous ne savons pas vraiment ce que veulent les Américains, ni comment l'obtenir, sur la question nucléaire, selon vous, qu'est-ce que l'Iran serait prêt à concéder? Ou quel pourrait être un point de rencontre possible? Parce que si la question était simplement l'absence d'armes nucléaires, alors l'Iran a dit, vous savez, nous n'aurons pas d'armes nucléaires et nous pouvons accepter ces inspections comme convenu dans le JCPOA. Mais étant donné qu'il y a toutes ces autres nouvelles exigences qui restent encore floues, quelle est la position de l'Iran? Bien sûr, vous n'allez pas révéler toutes vos cartes maintenant. Mais pensez-vous que l'Iran serait prêt à aller jusqu'à un certain point pour éviter un conflit? Ou y a-t-il des inquiétudes que l'Iran puisse encourager les États-Unis s'il cède trop?
Eh bien, évidemment, je ne sais pas quelle est la stratégie des Iraniens à la table des négociations. Mais ce à quoi Alastair faisait allusion, je pense, c'est un problème fondamental aux États-Unis, et c'est un problème idéologique. Les États-Unis, à mon avis, se considèrent comme un État d'exception. Les Européens, à leur manière, ce eurocentrisme leur confère des droits et des privilèges particuliers. Et ils se considèrent comme plus civilisés dans leur propre vision du monde. Par conséquent, cela rend presque impossible pour eux de concéder quoi que ce soit aux barbares, aux non-civilisés, à l'autre, que ce soit la Russie ou l'Iran. Je me souviens que lorsque la guerre par procuration en Ukraine a commencé, je crois que c'était le Wall Street Journal qui avait mis une photo du président Poutine en une, avec un titre du genre « La Russie retourne à ses racines asiatiques ». Et il portait une armure mongole. Donc en gros, les Russes sont maintenant des Mongols. Et les Mongols font bien sûr partie de ce récit orientaliste de violence et de barbarie. Je pense donc qu'avec cette vision du monde, il leur devient littéralement impossible de concéder quoi que ce soit, car concéder quelque chose signifie une défaite pour la civilisation, pour le droit, le juste, le supérieur. Et en ce moment, on voit Trump lui-même revenir en arrière sur l'Ukraine, revenir à la position de Biden. Il est arrivé, a critiqué les Européens, a essentiellement dit que cela ne les concernait pas, mais il a gardé Kellogg. Et Kellogg, tout ce temps, a parlé comme s'il faisait partie de l'administration Biden. Peu à peu, on voit Trump ressembler de plus en plus à Biden. En ce moment, il n'est plus la même personne qu'il était il y a 100 jours lorsqu'il parlait de l'Ukraine. Alors, comment l'Iran peut-il même mettre quoi que ce soit sur la table? Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre camp va faire. Peut-être que demain Trump prendra une direction totalement différente. Regardez le Yémen. Il a décidé d'attaquer le Yémen et de vaincre Ansarullah. Qu'est-il arrivé? Soudain, la nuit dernière, nous avons découvert qu'il avait accepté un cessez-le-feu. Il a fabriqué la réalité du cessez-le-feu. Il l'a présenté comme si Ansarullah avait capitulé. Je crois qu'il a utilisé ce terme. Il a complètement changé de cap. Et maintenant, je pense que c'est en partie lié à son voyage dans la région. Je pense aussi que c'est en partie parce qu'ils ont perdu 3 F-18, plus de 20 drones très coûteux. Ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils ont échoué. Et ils n'ont tué que des civils innocents. Donc il n'a pas obtenu de résultat. Mais cela signifie-t-il que ce cessez-le-feu va tenir? Peut-être que dans 2 semaines, après son départ de la région, il relancera cette guerre. C'est le problème que nous avons avec Trump. La guerre commerciale, en ce moment, les droits de douane ont augmenté jusqu'à 140% ou 150%. Même les économistes, même les hommes d'affaires aux États-Unis ne savent pas ce qui va se passer. Beaucoup de marchandises qui sont en Chine, elles sont sur les bateaux, elles attendent de voir ce qui va se passer. Cette indécision de la part d'une personne qui est un homme d'affaires est totalement destructrice. Mais il ne prend aucune décision. Il ne va dans aucune direction précise. Donc, quand on prend tout cela en compte, je pense que pour les Iraniens, la question n'est pas ce que nous pouvons mettre sur la table. La question, est-ce que nous pouvons mettre sur la table qui ne se retournera pas contre nous, car nous ne pouvons pas lui faire confiance. Supposons donc qu'un élément du programme nucléaire soit mis de côté, ce dont le retour en arrière serait coûteux et prendrait du temps. L'Iran met donc cela de côté, à titre d'exemple. Et puis Trump décide, 2 semaines plus tard, qu'il ne veut plus de cet accord. Le programme nucléaire iranien est alors pénalisé, et il n'en retire rien. De plus, il faut bien reconnaître que les sanctions ne vont pas disparaître. Cette impasse dont parle Alastair, avec ou sans accord nucléaire, les Américains ne lèveront pas la majorité des sanctions. La plupart d'entre elles relèvent du Congrès, et le Congrès ne lèvera pas, tout comme avec la Russie. La plupart des sanctions contre la Russie
ne seront jamais levées. Ce n'est tout simplement pas comme cela que fonctionne le Congrès. Lorsque Nelson Mandela était en prison, il était considéré comme un terroriste selon la loi américaine, tout comme l'ANC. Il a été libéré de prison. Il était toujours un terroriste. Il est devenu président. Il était toujours un terroriste. Il s'est retiré de la politique. Il était toujours un terroriste. Je crois que c'est seulement en 2009 ou 2010 qu'ils l'ont finalement retiré des listes de terroristes aux États-Unis. Voilà comment fonctionne le Congrès. Donc, je ne pense pas que Trump puisse vraiment offrir grand-chose d'un côté. Alors, qu'est-ce que l'Iran met sur la table? Et puis, comme il est difficile de savoir où Trump ira demain, ce que les Iraniens peuvent proposer doit être très limité, car ils ne veulent pas conclure un accord qui pourrait se retourner contre eux. C'est très difficile. J'ai le sentiment que les négociateurs iraniens ne peuvent vraiment compter sur rien venant de Washington dans ces circonstances. Il est intéressant de noter que l'administration Trump agit ainsi délibérément. Ils ont d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises que maintenir une incertitude stratégique était une bonne chose, car cela empêche vos adversaires de savoir à quoi s'attendre. Cela peut être utile lors de négociations dans l'immobilier, mais en politique, c'est plutôt destructeur. Avec les droits de douane, aucun producteur national ne va faire d'investissement significatif s'il ne sait pas ce qu'il attend dans 5 ou 10 ans, ou même dans 20 minutes avec Trump. Et j'imagine que c'est la même chose avec ces guerres, qu'il s'agisse de négocier sur le conflit avec l'Iran ou la véritable guerre avec la Russie. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'incertitude. Je pense qu'il la présente comme telle. Vous savez, l'art de la négociation. Mais en réalité, je crois que ce n'est que du chaos. Personne n'est aux commandes. Oui. Eh bien, les négociations deviennent effectivement plus difficiles. Alastair, j'aimerais juste dire quelque chose à ce sujet parce que je pense que c'est important. Je sais que Trump est largement critiqué partout à propos du chaos, mais en ce qui concerne la situation économique, je pense vraiment qu'il avait un plan, pas un plan, une vision, selon laquelle les États-Unis ont besoin d'un rééquilibrage économique. En réalité, ce n'était pas seulement nécessaire, c'était inévitable, car le pays était en route, soit vers une faillite lente, très lente, soit vers une faillite rapide. Et je sais qu'il y avait une équipe qui travaillait dessus, Woot et d'autres personnes, dont l'ancien chef du bureau de la gestion et du budget, y travaillaient depuis un certain temps. Cela ne veut pas dire que ça va réussir ou que c'est le bon plan. Il existe de nombreux points de vue différents à ce sujet, mais malgré tout, il y avait une vision et il y avait des personnes qui l'examinaient, qui y travaillaient et qui y réfléchissaient de manière très approfondie. En matière de politique étrangère, nous en sommes maintenant arrivés au point où il a une équipe divisée. Alors, qui négocie avec la Russie? Je veux dire, Trump envoie un message à Poutine via Witkoff. Puis, comme le disent les Russes, monsieur, Poutine renvoie un message via Witkoff. Ce n'est pas une très bonne façon de gérer des prises de décision stratégiques complexes sur des sujets comme la Russie ou l'Iran. Donc, la politique étrangère est différente dans ce cas de la politique intérieure, où je pense que Trump se sent plus assuré et plus confiant dans ses idées. Il a des idées sur les tarifs. Il a ces idées depuis plus de 40 ans et il les a développées au fil du temps. En politique étrangère, il est faible. Je veux dire, son expérience, c'est, si vous voulez, les cercles de New York et en particulier les cercles liés à Israël à New York. Witkoff n'a aucune expérience dans la région. C'est un homme de l'immobilier. Il est évidemment intelligent. Il est manifestement compétent. Mais, vous savez, il faut quelqu'un dans votre équipe. Il vous faut une équipe qui, en fait,
Le JCPOA est un processus extrêmement complexe. On ne peut pas simplement y entrer en cours de route, saisir quelques éléments et dire que c'est nouveau, parce que tout cela a déjà été fait auparavant. Et à moins de le savoir et de comprendre comment cela s'est passé, on ne peut pas aller plus loin. Donc, encore une fois, il y a une différence entre ses politiques intérieures et les autres. Et la politique économique intérieure est sa priorité, pas la politique étrangère, car c'est de cela que portait le mandat. Il s'agissait de ramener des emplois en Amérique. L'idée qu'il est un homme de paix, je veux dire, je suis sûr que cela a été bien accueilli. Une partie de sa base électorale ne veut pas de guerre sans fin, ne veut pas de guerre avec l'Iran. Les populistes non plus. Certaines personnes ont commencé à s'exprimer à ce sujet et à le dire. Ils ne font pas non plus confiance à la façon dont ils gèrent la Russie. Donc, au sein de l'aile populiste, il y a une certaine résistance qui se manifeste. Et un facteur dans tout cela est que la confiance envers Israël a fortement diminué. Les sondages ont montré que même au sein de cette génération, en particulier chez les jeunes, les choses ont changé. Mais même parmi la génération plus âgée qui a vu le film Exodus et qui est pro-israélienne, même pour eux, ce qu'ils voient à Gaza est insupportable. Et donc, cela évolue. Est-ce que ce sera suffisant pour provoquer un changement fondamental de paradigme concernant l'Iran, pour s'éloigner de cette idée de siège, selon laquelle l'Iran pourrait simplement être contenu indéfiniment, comme le souhaiterait Israël, ou neutralisé? Il faut attendre et voir. Mais l'essentiel, ce n'est pas l'enrichissement à 3,67% ou à 20%. Il s'agit de savoir où se situe l'équilibre des pouvoirs à Washington, et si Trump est capable, ou non, de mener cela vers une normalisation. Les questions économiques nationales. J'éprouve effectivement une certaine empathie à ce sujet, car tout le monde semble reconnaître que la situation prenait une mauvaise direction, mais personne ne souhaite perturber le statu quo. Mais je voudrais aborder la question de la politique étrangère. C'est un autre point de comparaison intéressant entre la Russie et l'Iran. C'est-à-dire, on n'a pas toujours l'impression que Trump est prêt à prendre en compte les préoccupations sécuritaires de l'adversaire. Je veux dire, comme l'a soutenu Alastair Crooke, beaucoup de gens prennent conscience aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Mais malgré tout, personne ne veut aborder les véritables griefs de l'Iran. Personne ne veut discuter de ce qui a été fait à l'Iran au cours des, disons, 45 dernières années en particulier. Nous regardons bien plus loin en arrière, 1953. Personne ne veut parler de la Syrie, de Gaza, de ce qui se passe au Yémen. On observe quelque chose de similaire avec la Russie. Personne ne veut discuter de la pertinence ou non, pour l'architecture de sécurité européenne, d'avoir progressivement rapproché l'OTAN des frontières russes. Pourtant, il semble que dans toutes les négociations, ce que les États-Unis sont prêts à offrir en échange, c'est peut-être un allègement des sanctions, qui n'arrivera probablement pas de toute façon. Donc, nous arrêterons de vous punir si vous faites ce qu'on vous dit. Comment expliquez-vous ce manque de reconnaissance des préoccupations sécuritaires de leurs adversaires? Est-ce simplement de l'ignorance ou bien un réflexe hégémonique, le fait de ne pas se soucier de ce que veulent les autres? Comment interprétez-vous cela? L'arrogance du pouvoir. Je pense qu'en grande partie, comme je l'ai dit plus tôt, c'est idéologique. Mais je pense aussi qu'ils sont encore coincés dans le passé. Je crois que ces personnes voient encore le monde tel qu'il était dans les années 1990, il y a 3 décennies, la fin de l'histoire, comme Alastair l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Et ils ne peuvent pas reconnaître, ils ne reconnaissent pas à quelle vitesse le monde change. Alastair parlait de mettre les gens dans une boîte, mettre l'Iran dans une boîte, mettre Gaza dans une boîte, étouffer les peuples. Mais ce que les États-Unis ont fait, parce qu'ils refusent même d'accorder des concessions
a en ce moment, ils ont de multiples problèmes. En mettant de côté les questions internes, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine, en plus de leurs autres problèmes. L'Iran, c'est-à-dire l'Asie de l'Ouest, la résistance. Il refuse même de faire des sacrifices ou des concessions pour l'un de ces trois, afin de mettre plus de pression sur les deux autres. On pourrait penser que Trump, s'il voulait vraiment accentuer la pression sur l'axe de la résistance et sur l'Iran, serait fortement motivé à rechercher une forme de rapprochement avec la Russie, ou au moins à apaiser les tensions, à accorder les concessions que la Russie exige pour mettre fin à cela, afin de pouvoir se concentrer sur l'Iran et la Chine, ou inversement. Mais il ne le fait pas. Il refuse simultanément de reculer, que ce soit parce qu'il est faible, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Trump, je ne sais pas ce qu'il dira demain sur l'un de ces sujets, mais que ce soit par faiblesse, sous pression, ou parce que son entourage est divisé, tout cela fait qu'il est incapable de prendre ses décisions. Il refuse de le faire. Et je pense que c'est que les États-Unis ne veulent tout simplement pas céder du terrain. Même si le secrétaire d'État américain a récemment parlé d'un ordre multipolaire, quoi que cela veuille dire, je ne pense pas qu'il y croit vraiment. Ce ne sont que des paroles en l'air. Mais au bout du compte, c'est l'Amérique. Trump a même dit, je ne l'ai pas vu moi-même, mais apparemment il a dit qu'il dirigeait en quelque sorte le monde et qu'il aimait ça. Il le voit comme ça, même s'il n'y croit pas vraiment. Ils se le disent entre eux. Les médias le disent. C'est répété. C'est une chambre d'écho. Et peut-être que je suis moi-même dans cette chambre d'écho. Peut-être que je n'y crois pas vraiment, mais c'est ce que tout le monde dit. Alors je répète un peu les mêmes choses. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Eh bien, oui, sur ce point, nous devrions conclure. Mais je tiens à remercier mes deux invités, Alastair Crooke et le professeur Syed Marandi, car c'est un sujet très important. Nous aurions pu consacrer toute une émission rien qu'à parler des négociations avec la Chine. Mais il semble y avoir un thème commun ici. Il y a une incapacité, ou du moins une difficulté, à négocier avec des adversaires clés, alors qu'ils entrent dans un monde multipolaire, tout en refusant néanmoins de considérer leurs opposants comme des égaux. Merci donc à mes invités, et merci à vous de nous avoir regardés. Thank you to my guests, and thank you for watching. Thank you.